Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel de lecture. Ça va être des livres que j'ai lus fin avril et courant du mois de mai, je dirais première quinzaine de mai, en parallèle des livres de la fantasy, enfin du mois de la fantasy du coup. Donc ça date un peu, ouais, j'ai encore pris du retard dans les lectures. Je ne sais pas comment je me démerde, j'ai pas l'impression de lire beaucoup. Mais je suis toujours en retard, je vais essayer de rattraper ça, mais je garantis rien, et au pire c'est pas dramatique. Hein. Le premier du jour, c'est La promesse d'Odessa de Natasha de Rosnay. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent au moins de nom Tatiana de Rosnay, qui a notamment écrit Elle s'appelait Sarah, qui a été adaptée en film. Je pense que c'est son plus connu parce qu'il a été adapté en film. C'est pas mon préféré de l'autrice d'ailleurs, mais bref. Et en fait, alors, je vais essayer de restituer parce que c'est un peu compliqué. Natasha de Rosnay est la grand-mère de Tatiana de Rosnay, qui est malheureusement décédée. Et dans ce livre-là, elle nous raconte l'histoire de son arrière-grand-mère à elle. Donc ici, on a l'histoire de l'arrière-arrière-grand-mère de Tatiana de Rosnay, je dirais. Un truc du genre, je me suis un peu perdue au niveau des générations, je vous avoue. Mais bref, je crois que c'est ça. Et donc on a une préface écrite par Tatiana de Rosnay. J'ai failli y aller dès la préface, c'était tellement triste. En fait, quand elle a écrit la préface, sa grand-mère était déjà décédée. Du coup, ça revient un petit peu en hommage et il y a en fait, elle parle à sa grand-mère et voilà, moi j'ai failli pleurer. Bref, pour l'histoire, donc on est en Russie, l'histoire démarre en 1868 et on va suivre donc Dina, c'est ça, qui a 13-14 ans quand l'histoire démarre et on va la suivre pendant toute sa vie jusque dans les années 20 je crois. Donc on a en arrière-fond la Première Guerre mondiale. D'ailleurs c'est assez drôle entre guillemets de voir la vie totalement insouciante qu'ils avaient même jusqu'en 1913, même jusqu'au début de 1914 en fait, alors que moi je sais que la guerre va débarquer, que ça va être le bordel, et de voir les trucs politiques se mettre en place, de voir les personnages qui disent mais non t'inquiète pas ça va aller, et d'autres qui disent non mais en fait c'est le bordel là, enfin, franchement je veux dire le tsar t'as vu le délire et tout, et de voir tout ça se mettre en place et de voir comment on bascule vraiment d'un jour à l'autre, hein, en mode tout va bien, tout va bien se passer, et c'est la guerre, c'est la catastrophe. Mais bref, ça c'est pour la fin du livre. Et donc on suit cette jeune fille qui va évoluer, qui va grandir, qui va être littéralement éduquée pour devenir une femme, une mère, une femme qui tient sa maison et tout, enfin comme c'est le cas à l'époque, les femmes n'ont pas grande voix et n'ont pas grande importance au niveau sociétal, enfin au niveau de la société, au niveau politique, elles n'ont pas le droit d'avoir des idées, elles n'ont pas le droit de s'imposer, enfin tout un truc pas très cool en fait. Et voilà, on va suivre ça, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'ambiance, le côté, alors j'arrive pas à savoir évidemment ce qui s'est réellement passé et ce qui a été un petit peu romancé, un petit peu rajouté, ça prouve en même temps que c'était extrêmement bien fait déjà. Mais voilà, j'ai adoré cette histoire-là. Ça m'a rappelé un peu Zoya de Daniel Steele parce que Zoya, c'est pareil, c'est l'histoire de. Ça se passe un petit peu après celui-ci, mais c'est pareil, on suit une jeune fille russe qui va avoir un destin absolument tragique. Et donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur la vie de Dina. Elle nous raconte sa vie, son quotidien, comment elle s'est mariée, comment elle a eu des enfants. Il y a toute une question de je me marie parce que je suis amoureuse, je me marie parce qu'il faut que je me marie, j'ai une famille parce qu'il faut que j'en ai une, je veux des enfants, je veux pas des enfants. Il y a tout un tas de questions, notamment politiques et par rapport à l'art aussi, qui sont abordées. C'est un livre pas très très long, que j'ai, voilà, il fait même pas 300 pages, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis un peu dégoûtée qu'elle ait rien d'écrit d'autre, parce que du coup elle aura jamais rien d'écrit d'autre, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, que vous ayez lu ou pas, que vous vouliez lire ou pas, que Tatiana de Rosnay vous tente ou pas. L'histoire n'a absolument rien à voir et en plus c'est basé sur des faits réels, sur des faits historiques, donc c'est vraiment cool. Je lis pas beaucoup de romans comme ça, mais je devrais parce que c'était vraiment sympa. Le deuxième c'est Gossip Girl, le tome 7, Je suis parfaite et alors de Cécilie von Diegeser. Donc j'ai mis le tome 9 dans ma Smurfball et je me suis rendu compte vraiment en tournant la vidéo que je vous avais même pas encore parlé de celui-ci, mais je vais le faire maintenant. Du coup, donc ici, donc j'ai lu fin avril, début mai celui-là, et il se passe courant du mois de mai. En fait, je voulais le lire avant le début du mois de mai, comme ça je me suis dit, si après je suis en retard, entre guillemets, dans mes lectures de fantasy, je pourrais... Enfin, j'aurais déjà lu le tome de Gossip Girl du mois de mai, et comme ça sera fait. Donc on est dans la phase où ils ont déjà eu les réponses des universités, ils doivent encore aller en cours. Il y a toute une question que j'ai pas compris le délire en fait. Enfin, moi, c'est pas du tout comme ça que j'avais envisagé les choses. En fait, ils se sont inscrits à la fin, ils ont envoyé leur inscription, leur postulation et tout. Ils ont reçu les réponses, ils ont été pris ou pas pris. Et du coup, maintenant ils se disent c'est bon, je suis pris à la fac, je peux sécher les cours, les steaks, je fais ce que je veux quoi. Sauf que bah non en fait, t'es pris à la fac si t'as ton bac. Donc si tu sèches les cours et que t'as pas ton bac, t'iras pas à la fac, tu vas redoubler, c'est débile. Enfin j'ai pas compris le délire. Moi aussi je suis passée par cette étape là, j'ai postulé, j'ai été prise à la fac.
Et à aucun moment je me suis dit je suis prise à la fac, j'arrête de bosser. Bah non, t'es prise à la fac si t'as ton examen. Donc enfin j'ai pas compris le délire. Tous les personnages réagissent comme ça. Moi j'étais là mais what? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin bref, j'ai pas tout compris. Et il y a un truc que j'ai compris avec ce tome là. Alors peut-être que c'est quelque chose que les gens qui ont lu la saga ont compris avant ou peut-être après moi au même moment. J'en sais rien. Mais je suis contente d'avoir compris ça. Et j'espère que les ados qui liront cette saga si un jour ils la lisent comprendront ça aussi parce que c'est un truc extrêmement important à comprendre quand t'es ado. Dans ce tome-là en particulier, S fait ce qu'elle veut et quand elle... En fait je me suis rendu compte avec ce tome-là parce que elle fait quelque chose et je me suis dit mais pourquoi tu fais ça? Tu vas te faire critiquer, les gens ils vont croire que t'as fait autre chose, ils vont inventer des rumeurs et tout. Puis je me suis dit, mais Audrey, de toute façon, quoi qu'elle fasse, cette pauvre fille, il va y avoir des rumeurs et des on-dit, et on va inventer tout un tas de trucs sur elle qui sont parfois vrais, parfois faux, qui sont la plupart du temps faux d'ailleurs. Du coup, autant qu'elle fasse ce qu'elle veut, parce que de toute manière, on va parler sur elle. Et c'est ça, en fait, c'est super important de comprendre ça quand t'as 15-16 ans, c'est que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura des gens qui t'insulteront, il y aura des gens qui te critiqueront, il y aura des gens qui diront que ce que tu fais c'est de la merde, et qui prendra des remarques et des critiques, parce que c'est l'âge que tout le monde fait ça, à cet âge-là, tout le monde critique tout le monde, quoi que tout le monde fasse, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça génial, et je me suis sentie totalement débile de ne pas avoir compris ça avant, mais c'est l'un des messages les plus importants à faire passer aux ados de cet âge-là, c'est que autant qu'ils fassent ce qu'ils veulent parce que de toute manière ça ira pas, de toute manière il y aura des gens qui seront pas contents. Moi quand j'ai compris ça à l'adolescence ça m'a libérée mais vous imaginez même pas à quel point. Donc j'ai envie que tout le monde comprenne ça et je l'ai compris avec ce tome là. Du coup peut-être que les gens comprendront aussi avec ce tome là ou avec le tome d'avant, le tome d'après ou le premier tome même si vous voulez. Mais voilà, dans ce tome-ci, Blair m'a pas, enfin William m'a pas franchement agacé. Encore que sa relation avec Nate n'est pas franchement géniale, toujours pas, ça va pas changer. Mais voilà. Le gros truc que je retiens de ce tome-là, c'est le message que j'ai enfin compris. Et du coup, c'est vraiment positif. Et j'écoute toujours Beat of Me Heart de Hilary Duff quand je lis cette saga. Du coup, je vous parlerai du tome 8 très prochainement. Enfin, très prochainement, toujours tard dans mes idées de lecture, mais dans pas très très longtemps. Et du tome 9 que je lirai au mois de juillet, c'est sûr, dans le bilan de ma Marvel. Donc voilà. Le suivant c'est Les 7 cadrans de Agatha Christie, donc je l'ai lu courant du mois de mai celui-ci et c'est le premier Agatha Christie que j'ai abandonné parce que vraiment je n'en pouvais plus. De manière générale dans la bibliographie de Agatha Christie que je lis, je le rappelle dans l'ordre chronologique de publication, il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a des livres que j'adore, il y a des livres où je devine qui a tué quasiment dès le début, il y a des livres où je devine pas du tout et je me fais surprendre, il y a des livres où je m'ennuie un peu, où je suis un peu perdue, mais globalement j'avais toujours été jusqu'au bout du livre parce que l'envie de savoir qui a fait ça et comment ça s'est passé, notamment quand c'est un Hercule Poirot, était plus forte que toutes les petites critiques que je pouvais faire au livre. Or là, les personnages principaux m'ont tous agacé, sans exception, je ne les supporte plus, j'ai envie de le tarter, et je peux pas lire un livre quand les personnages m'énervent, c'est pas possible, mon cerveau il y arrive pas, voilà, c'est comme ça, hein, voilà. Donc pour l'histoire, c'est censé être le tome 2 de l'enquête de l'intendant, je sais plus trop comment il s'appelle, mais moi je ne comprends pas pourquoi ces livres sont considérés comme une seule et même saga avec cet enquêteur-là, alors que c'est absolument pas lui qui enquête. Mais bref, c'est pas grave. Donc on est de retour à Chimney, donc le secret de Chimney, c'est un autre livre qui a écrit Agatha Christie avant et considéré comme la première enquête de l'intendant, je sais plus comment il s'appelle, alors que pour moi c'est pas du tout lui qui enquête, mais bref. Et donc Chimney c'est une maison. Et donc le livre démarre, on est à Chimney avec des gens qui ont loué la maison et tout, et il y a un jeune homme qui s'appelle je ne sais plus comment, qui va mourir pendant son sommeil, et donc on commence à se poser des questions, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un meurtre, qu'est-ce qui s'est passé, bref tout ça. La police va rapidement classer ça comme accident je crois, ou suicide, je sais plus trop l'un des deux, mais pas comme meurtre, donc ils vont pas enquêter là-dessus, mais la fille du propriétaire de Chimney et les amis de celui qui est mort vont se dire il y a un truc bizarre qui se passe, c'est pas normal, et eux-mêmes ils vont enquêter là-dessus. Et donc voilà, c'est ce groupe de personnes qu'on va suivre et qui va enquêter sur le meurtre de leur ami et qui, moi, m'a prodigieusement énervé. En fait, le truc c'est qu'ils enquêtent sur un meurtre. Voilà, mettez-vous ça dans la tête et n'oubliez pas ça. Donc ils mènent leur petite enquête et tout, ils trouvent ça amusant que ça rappelle les livres et que ça se passe comme les livres, c'est lui, il y a un mystère et tout, c'est drôle, haha, c'est fun. Bref, je pas trop compris le délire. Je pense que l'auteur a fait ça, a fait dire à ses personnages que ça ressemble beaucoup aux policiers. Comme ça peut se rapprocher effectivement de ce qui a déjà été fait et déjà été vu dans le genre sans que ça gêne trop le lecteur. Mais bref. Et donc ils enquêtent et puis ils se passent leur temps à faire des blagues entre eux. Ce qui m'a fait fermer l'idée définitivement, c'est qu'il y en a un qui dit à l'autre à demain, enfin, si t'es pas mort.
Bah c'est pas drôle en fait, enfin pas drôle, pas compris. Et il y a tout un tas de remarques, donc il y a des filles et des garçons qui enquêtent sur le meurtre, et les garçons passent leur temps, mais c'est vraiment toutes les 2 pages, à dire aux filles, non mais vous êtes des filles, vous devriez pas enquêter, vous allez vous mettre en danger, vous risquez de vous faire tuer, franchement restez tranquille, installez-vous, ne bougez pas, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. J'ai envie de leur dire, mais fermez-la, enfin c'est toutes les 2 pages. Alors j'ai compris, je sais, on est à une époque où les femmes n'ont pas le droit de faire beaucoup de choses, où les hommes prennent les choses en main, où les hommes décident pour les femmes, blablabla, tout ça, ok? Mais vous n'êtes pas obligé de nous rabâcher ça toutes les 2 pages. J'ai compris, et moi ça m'énerve. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que même si les femmes en question continuent à enquêter et ne les écoutent pas, à aucun moment elles ne leur disent ta gueule, je fais ce que je veux, dans leur langage de l'époque. Mais à aucun moment elles réagissent, à aucun moment elles ne répondent à ces recommandations-là, et moi ça m'énerve. Voilà. J'ai envie de les tarter, ça m'énerve. Et aussi ce qui m'énerve, c'est qu'ils prennent ça à la rigolade, genre ah, c'est drôle, c'est fun, on enquête. Mais vous enquêtez sur la mort de votre ami. En quoi c'est drôle, en quoi c'est sympa, en quoi c'est fun? Vous enquêtez sur la mort de votre ami. Il est mort. C'est pas drôle. Enfin voilà, ça m'a énervé. J'avais envie de les tarter. Je me suis arrêtée à peu près à la moitié, à la page 132 sur 248. Donc j'avais dépassé la moitié. Mais je peux plus. Je les supporte plus, j'ai envie de les tarter. Et du coup, leur ami ne mérite même pas que je sache ce qui lui est arrivé parce qu'il m'énerve tous. Voilà, il m'énerve tout. Il m'énerve tout. Donc, je ne suis pas prête de lire l'autre Agatha Christie que j'ai encore dans la palle, mais je lirai un jour. Mais là, clairement, ça m'a saoulée. Voilà, ils m'ont tous saoulée. Et le dernier, c'est Petite douceur, le tome du Cupcake Club, écrit par Donna Kaufman. Donc, je l'ai acheté courant du mois de mai et je l'ai lu quasiment directement parce que j'avais besoin d'un truc léger, j'avais besoin d'un truc sympa. Et j'ai lu le tome 1 au mois de juillet de l'année dernière, je crois. Donc, au moment où j'ai lu, ça faisait pas encore un an, mais ça faisait quand même pas mal de temps. Et voilà, du tome 1, j'avais souvenu que c'était une romance plutôt sympa, assez légère et assez différente de ce que je lis d'habitude parce que moins érotique. Mais c'était sympa et j'avais bien aimé. Donc j'ai lu le tome 2, on y rencontre Riley. Alors au début elle est présentée presque comme le stéréotype de l'héroïne que je ne supporte pas. Mais bizarrement je l'ai bien aimée. Voilà, elle est un peu gaffeuse, elle fait tout à fait n'importe quoi, rien que la rencontre avec le mec, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est le genre de fille qui se trouve pas assez belle, pas assez grande, trop grosse, enfin bref, elle se trouve 10 milliards de défauts. C'est le genre d'héroïne que j'ai envie de tarter d'habitude, mais là c'est presque naturel en fait, t'as presque envie de lui dire mais non, ça va aller, ça va bien se passer. Et en plus, on sent, dès le début, on sent que si elle est comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie et qu'avant, elle n'était pas comme ça. Effectivement, il y a une explication, elle arrive peut-être un petit peu trop tard pour certaines personnes. Je pourrais comprendre que ça énerve vraiment les gens et que les gens ne supportent pas Riley, mais avec moi, c'est passé. Peut-être qu'à un autre moment, ça ne serait pas passé, mais au moment où je l'ai lu, c'est passé. Et l'homme en question, comment il s'appelle? Il s'appelle Quinn et il est écrivain. En fait, l'histoire se passe sur une petite île comme dans le tome 1. En fait, dans le tome 1, on rencontre Lélanie qui est pâtissière qui quitte New York, qui vient s'installer sur cette petite île pour s'isoler et être tranquille. Et donc là, on retrouve les personnages sur cette petite île. Et donc Quinn, qui est un écrivain à succès, vient s'isoler sur cette île pour écrire son futur roman. Et donc évidemment, ils vont se rencontrer, il y a une histoire. Ça se fait tout doucement, tout naturellement, c'est tout mignon, c'est vraiment en douceur et ça se lit tout simplement. Ça se lit tout seul, voilà. Moi j'ai bouffé ça en pas très longtemps. Voilà, j'ai adoré ce livre. C'est pas la romance du siècle, mais c'était sympa, franchement c'était fun, ça m'a fait passer un super moment. Et c'est pile poil ce dont j'avais besoin, un truc léger, un truc qui se lit bien, en parallèle de la fantasy et des trucs que j'en pouvais plus lire. Je parle pas de la fantasy en général, hein, je parle des livres que j'ai en train de lire à ce moment-là. Donc voilà, clairement c'est pas révolutionnaire, et ceux qui aiment pas le genre n'aimeront pas ce livre parce que c'est de la romance typique en fait, il n'y a rien d'exceptionnel et de surprenant dans cette romance, c'est tout doux et tout mignon. Donc si vous n'aimez pas les romances, ça sert à rien d'essayer. Mais si vous aimez les romances, bah moi je vous conseille cette saga en tout cas parce que c'est vraiment cool. Et puis la couverture est franchement très mignonne, hein. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça donne presque faim. Le tome 1 donne plus faim que celui-ci parce que dans le tome 1 on suit une pâtissière. Ici elle n'est pas pâtissière donc on a un peu moins faim quand on lit. Et j'ai failli oublier, encore une fois, en lisant cette saga, j'écoute Heartbeat de Carrie Underwood et j'adore cette chanson. Et j'adore. En fait, plus j'aime un livre, plus j'aime la chanson. En général, c'est livre. Bref. Je commence à divaguer, mon cerveau commence à être plus capable de parler, donc je vais arrêter la vidéo ici. Hein. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.